Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Option Région, on parle d'actualité. On parle aussi avec Erika Soucy de son roman Les Murailles qui traite de la vie des travailleurs sur les grands chantiers de construction, entre autres sur la Romaine. On a aussi une entrevue avec Roméo Bouchard dans lesquelles on va parler des relations entre Montréal et les régions, un éditorial, de l'actualité, des suggestions. Et on commence tout de suite avec l'actualité. C'est que j'ai suivi cette semaine une formation avec l'UMQ, ce qu'on appelle dans les webinaires. Et je peux vous dire que c'était extrêmement intéressant. C'est que ça parle des nouvelles technologies, des villes intelligentes. Qu'est-ce qu'on va avoir avec les villes intelligentes? Il y a toutes sortes de nouvelles possibilités qui vont pouvoir être faites parce que avec des sondages, les municipalités vont pouvoir faire des sondages de toutes sortes, savoir si les gens sont d'accord ou pas d'accord avec un projet, leur demander des suggestions. On pourrait même avoir des maires, des conseillers qui pourraient, en pleine séance de conseil, demander aux gens est-ce que vous êtes d'accord avec telle idée et on aurait la réponse. Ça veut dire que de plus en plus, la participation citoyenne va être rendue facile et ça, à mon avis, c'est assez essentiel dans une société qui se veut de plus en plus démocratique. Et également aussi, Jean-Marc Léger, qui était le formateur, qui est excellent formateur en passant, nous a expliqué que c'est dans les villes qu'il va y avoir de plus en plus de pouvoir parce que c'est là où les gens vivent, mais c'est aussi là où les gens ont le plus confiance en leurs élus. On parle là, de 74 de satisfaction envers les élus, ce qu'aucun politicien au fédéral ou au provincial peut approcher comme résultat. Ça veut dire que la décentralisation, on va en parler, c'est loin d'être fini. Roméo, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Roméo, qu'on puisse avoir toutes sortes d'outils comme ça là, pour pouvoir permettre la participation citoyenne? Je pense que c'est essentiel. Tu sais. La démocratie de représentation là, qui faisait qu'on disait on est élu pour gouverner, laissez-nous gouverner, ça relève d'une époque où du chemin de fer et de la voiture à cheval. Tu sais. Aujourd'hui, on a des moyens de communication qui permettent une participation directe, permanente des citoyens. Tu sais. Rien ne s'oppose à ça dans le code municipal. C'est pas, c'est pas interdit là, de consulter et d'avoir faire appel constamment aux citoyens. Puis en plus aussi, c'est que les jeunes d'aujourd'hui qui ont été élevés avec la technologie là, comme ça, eux autres, là, ils ne voudront pas aller au conseil de ville, ils ne voudront pas aller prendre le temps. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est d'être capables de donner leur avis avec leur téléphone. Et ça, c'est une nouvelle dimension qu'on ne pourra pas échapper à ça. Ça veut dire que c'est là qu'on est rendu. On sait qu'au Québec, il y a une réalité très différente entre Montréal et les régions aux ressources. Comment tu vois ça, cette relation-là, Roméo? Est-ce qu'il y a une espèce d'amour-haine entre les deux? Puis qu'est-ce qu'on peut dire de la relation ou du fossé qui peut exister entre la région de Montréal puis les régions aux ressources ou les régions centrales? C'est sûr qu'il y a un malaise profond actuellement. D'un côté, il y a une certaine rancœur des régions envers Montréal, et d'un autre côté, il y a une certaine suffisance de Montréal face aux régions. Tu sais. Mais je pense qu'il faut sortir de ce conflit-là, parce que Montréal, d'abord, c'est une région. C'est la plus grosse région du Québec. Et c'est la plus importante aussi, et qu'on le veuille ou non, dans le système économique dans lequel on vit, les grandes métropoles sont devenues le centre, le cœur de toute l'activité économique. C'est là que regroupe tous les savoirs, tous les échanges financiers, les échanges commerciaux, les médias, l'information, de sorte que les grandes métropoles sont un peu le système nerveux de cette économie-là. Tu sais. Alors, Montréal fait partie de ça. Montréal est devenu au Québec, il y a plus de la moitié du Québec qui demeure dans la grande région de Montréal. Tu sais. Les 7 régions qui sont en croissance au Québec, c'est des régions qui sont dans l'orbite de Montréal. Et ils forment 70 de la population sur 7 du territoire. Par contre, les 7 régions en décroissance, les régions périphériques, ne forment que 13 de la population et ils sont en fait 85 du territoire.
Donc, on l'a, le phénomène de concentration. Et on ne peut pas, comme région, se passer de Montréal. Montréal, c'est le centre, c'est le cœur, c'est la tête. Par contre, Montréal ne peut pas non plus se passer des régions. C'est son enracinement, c'est son territoire. C'est essentiel de maintenir un rapport de complémentarité entre les deux. Mais là, on se retrouve actuellement dans une situation où il y a un fossé qui ne cesse pas de grandir parce que les régions en périphérie sont moins peuplées, sont plus vieillissent, il y a moins de jeunes, il y a moins d'emplois. Les travailleurs en région, comme Mme Soucy le disait, ça montrait bien, c'est les travailleurs typiques des régions périphériques qui travaillent dans les ressources naturelles, c'est des forestiers, c'est des mineurs, c'est des gars de construction, c'est des pêcheurs, c'est des agriculteurs. Tous ces gens-là sont des gens qui ont une scolarité moyenne, qui travaillent très dur, qui travaillent manuellement. Donc, comparé aux travailleurs de Montréal, qui sont de plus en plus des travailleurs du savoir, des travailleurs hautement scolarisés, dans la haute technologie et tout ça, déjà, on a deux mondes de deux cultures complètement différentes. Alors, mais Roméo, pourquoi est-ce qu'à Montréal, c'est dans la haute technologie? Souvent, c'est parce qu'il y a eu des crédits d'impôt qui ont été accordés à Montréal qui n'étaient pas accordés en région. C'est ce qui a fait que les écarts se sont agrandis? Oui, tout à fait, mais il reste qu'on doit le faire parce que si on n'a pas un centre urbain, une métropole extrêmement dynamique, innovatrice, c'est clair qu'on perd le combat. C'est sûr qu'on n'a pas l'erreur, c'est qu'on n'a pas développé des économies régionales autonomes, structurées sur leurs propres ressources. On a réduit les régions à être des fournisseurs, des sous-traitants, si on veut. Ça, OK. Mais on ne peut pas reprocher à nos gouvernements de stimuler l'innovation à Montréal. C'est le cœur de l'affaire. Sans les régions, Montréal, c'est comme une tête sans corps, si on veut. Et les régions sans Montréal, c'est comme un corps sans système nerveux. Il faut que ce monde-là travaille ensemble pour bâtir une économie qui intègre tout ça. Et il faudrait aussi bâtir une démocratie qui intègre. Ce que tu nous dis, dans le fond, c'est que là, il faut réussir à rattacher, à rapprocher les régions centrales avec les régions périphériques. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait un projet qui serait commun. Est-ce que, justement, par rapport à ça, est-ce que l'autonomie municipale pourrait être un projet commun qui pourrait faire montrer aux gens à Montréal puis en région que, dans le fond, on a le même combat? Oui, je pense que tant sur le plan économique que politique, là, il faut changer complètement la façon de travailler. Sur le plan économique, il faut relocaliser, redéployer l'économie. Tu sais. Là, on s'est laissé complètement embarquer dans l'agenda des multinationales, des grandes compagnies, et on n'a pas cherché à contrôler, à déployer notre activité économique. Il se fait des efforts, par exemple, des échanges d'étudiants entre Cégep, aux îles de la Madeleine, par exemple, avec Montréal. Le tourisme, le terroir, tout ça, les dernières années, a établi beaucoup de contacts entre les régions, les gens de Montréal. Mais il faut aller plus loin que ça, en modifiant un type d'économie qu'on a, mais surtout, peut-être le grand chantier qui recollerait le Québec, c'est un chantier de décentralisation démocratique, tu sais, dans laquelle on irait vers une sorte où le Québec serait une sorte de fédération des régions, y compris des grandes régions métropolitaines qui sont un peu différentes des autres régions territoriales. Et chaque région elle-même serait un peu une fédération de communautés locales. C'est-à-dire qu'on donnerait à toutes ces entités-là un caractère politique, une entité politique avec des élus vraiment imputables et des moyens, des ressources financières vraiment autonomes.
Là, tout à coup, le Québec prendrait de la couleur, prendrait de la diversité, au lieu d'être juste actuellement un gouvernement qui contrôle tout, tu sais, et qui réduit tout le reste à être périphérie, plus ou moins en décroissance, tu sais, comme on a en ce moment. Dans le fond, Roméo, ce que tu nous proposes, c'est un projet qui ressemblerait un peu à la Suisse, dans lequel il y a un gouvernement fédéral, mais les cantons ont beaucoup d'autonomie. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait ressembler un peu à ça. Il y a beaucoup de ça dans le gouvernement suisse. À tous égards, au point de vue démocratique, le gouvernement, l'État suisse, la Confédération suisse est un exemple extraordinaire qu'on connaît malheureusement très peu. On s'en tient juste à quelques préjugés souvent, mais c'est incroyable là-dessus. Tu sais, le gouvernement central lui-même n'a pas le caractère monarchique que nos gouvernements ont ici. Bien, Roméo, on va revenir là-dessus. Je pense on va fouiller ça. On va justement essayer d'expliquer dans une prochaine émission là, comment ça pourrait fonctionner au Québec, une société plus décentralisée. En terminant, Roméo, est-ce que tu peux nous faire part de certains de tes coups de cœur, des produits, des activités que tu aimes bien, là, que tu voudrais faire connaître à notre public? Je voudrais souligner qu'il y a beaucoup d'initiatives actuellement au Bas-Saint-Laurent et aussi en Gaspésie, mais qui mettent en valeur le fleuve. Parce que finalement, la grande réalité des régions de l'Est, c'est le fleuve. Hein? Et ces dernières années, on a repris un peu le goût de mettre en valeur. Et, entre autres, je veux mentionner les jardins de la mer, le mot l'indique bien, parce que le fleuve, ici, on appelle ça la mer. Les Jardins de la mer, c'est une jeune femme qui, depuis 15 ans, a fait un travail énorme pour inventorier les plantes comestibles sur les battues sur le bord du fleuve et qui a appris à les ramasser, à les traiter, à les transformer, puis à les mettre en marché à travers tout le Québec. C'est un véritable succès. Et dans le même sens, on peut parler des poissonneries maintenant, des fumoirs qui mettent en valeur le sturgeon, l'anguille. Il y en a à Kamouraska, entre autres, 2 grandes poissonneries qui font un peu école dans la région. La poissonnerie Lausier, la poissonnerie des pêcheries Ouellet. Il y en a aussi beaucoup en Gaspésie. Alors, je pense que le fleuve, c'est l'art et ça. Les gens ici ont compris qu'il faut en faire un facteur de l'économie régionale propre à la région. Bien, merci beaucoup, Roméo. C'était très intéressant. On va se revoir sûrement dans les prochaines semaines. Au plaisir de rediscuter en profondeur de l'avenir du Québec et surtout de ses régions. Ce matin, on reçoit Erika Soucy, qui est une auteure d'un roman qui s'intitule « Les murailles ». Ça se passe sur la Côte-Nord, sur un chantier de construction. Erika a été ce qu'on appelle en résidence d'auteur et on va faire le tour avec elle de son roman, mais aussi de son intervention qu'elle a fait récemment. C'est sûr que c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup traité, la vie de chantier, parce qu'entre autres, moi, je me rappelle que tout ce que je connais du monde des chantiers, c'était quand il y a eu le saccage de la baie James, puis qu'il y avait eu la commission Clich. À ce moment-là, on avait entendu parler beaucoup. Puis aussi, il y a eu la chanson de Georges Dard, « Si tu savais comme on s'ennuie à la manique ». C'est quand même curieux que, en tout cas, à mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont écrit sur les grands chantiers. Est-ce que c'est le cas, tout d'abord, Erika? Bien, effectivement, c'est le cas. Moi, j'ai fait des recherches pendant 4 ans, dans le fond, pour l'écriture de mon roman. Puis j'ai essayé de me nourrir le plus possible d'œuvres qui étaient créées autour de ça. Il y a eu un livre, justement, à la commission Clich, qui s'appelait « L'enfer au Mont-Wright », qui faisait un peu dans le sensationnalisme aussi. C'est un essai documentaire. Il y a eu aussi les bâtisseurs d'eau, la télésérie qui peut s'y apparenter. Mais ça fait partie vraiment de notre patrimoine culturel. Puis c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup exploité. Puis je dirais même que quand on est un enfant... Moi, mon père a toujours fait les grands chantiers.
Et quand on est un enfant qui a vécu ça, le fly-in, fly-out, ben, on n'a pas beaucoup de références culturelles pour s'y attacher. On a justement bon, la chanson La Manique, qui est une espèce d'adoration aussi, qui rend ça très beau. Donc, comme enfant, on vient qu'on se construit une espèce de mythologie personnelle autour de ça. Tu sais, moi, mon père, il prenait l'avion l'hiver, il s'en allait à Bay James. Fait que, tu sais, la Bay James, j'avais pas de photos, j'avais aucune idée comme enfant de quoi ça avait l'air. Fait que, je m'imaginais là, qu'il s'en allait faire le Klondike. Là. C'était immense pour moi. Ben ça, à un moment donné, quand tu vieillis, il manque des pièces au puzzle de ton identité. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai créé, que je me suis mise à m'intéresser à ça. Combien de temps tu es resté sur le chantier de la Romaine? Ben, à la Romaine, je suis restée 7 jours. C'est assez court, compte tenu que les gens qui font ce métier-là, quand ils font les runs, c'est généralement 40 jours. Ils reviennent du jour en vacances. Moi, ça a été une semaine et j'ai été admise comme commis de bureau. En fait, bon, mon père, ça faisait 25 ans qu'il faisait ce métier-là. C'est un employé qui était très apprécié. Il n'a pas eu à se forcer beaucoup pour que sa fille elle puisse avoir accès au chantier. Puis, qu'est-ce qui t'a surpris le plus positivement ou négativement lors de ta résidence sur le chantier de la Romaine? Oui, positivement, les gens rient tellement. Il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de rires. C'est très bon enfant comme attitude de travail entre... tu sais, on entendait beaucoup... parler des grèves de la construction, puis que c'était des fiers à bras, les syndicalistes et tout ça. Mais il y avait une collégialité vraiment agréable et intéressante sur le chantier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit, puis qu'il n'y a pas d'autres tensions à certains niveaux, mais quand les gars allaient travailler, parce que j'ai eu une intrusion dans toutes les sphères, autant dans la route d'entrepreneurs qu'au party de fête du leader syndical, que dans pick-up des sous-intendants. Fait que, tu sais, à un moment donné, cette espèce d'effet de proximité-là, on est tout le temps ensemble, avec les mêmes personnes, longtemps, ben il y a une complicité qui se développe. C'est une famille. C'est une famille. Oui, exactement. Exactement. Puis ça, c'est un autre problème, là, si on veut, parce que moi, j'ai un de mes oncles qui me disait, tu sais, en réalité, ma famille est ici au chantier. Tu sais, quand je tombe en vacances, je suis contente d'aller en vacances, mais au bout de 2 semaines, j'ai hâte en maudit de remonter en haut pour retrouver mes chums de gars parce que, ben, j'ai pas de responsabilité. Tu sais, je travaille, je finis mon chiffre, je rentre dans ma chambre, je prends ma petite bière, puis on n'en parle plus, là. Tu sais, ils n'ont pas de ménage à faire. Si ça ne leur tente pas, ils font pas le lavage, ils n'ont pas de bouffe à faire, ils n'entendent pas les enfants crier. Tu sais, à un moment donné, quand tu arrives, tu reviens chez vous, puis que c'est le quotidien qui reprend le dessus, ah ben là, on a d'autres responsabilités, puis ben on a peut-être moins envie de s'y coller parce qu'on n'est plus habitué à ça. Tu as senti l'obligation d'intervenir suite au passage de Bernard Gauthier, celui qu'on nomme Rambo, à l'émission Tout le monde en parle. Pourquoi tu as senti l'obligation de te prononcer suite à cette émission-là? Bernard Gauthier, moi, je le suis depuis, même avant qu'il passe à la commission Charbonneau, parce que j'avais mon projet d'écriture, parce que c'est aussi un ami de la famille. Donc, au départ, tu sais, quand il est sorti avec l'émission Enquête, il était dépeint un peu comme quelqu'un de méchant, de dangereux. Puis moi, j'avais un discours inverse dans ma famille, c'est-à-dire qu'il y a quasiment de l'adoration envers lui parce qu'il défendait les intérêts des travailleurs. Fait que moi, j'avais ces deux discours-là déjà d'emblée. Je voulais en parler aussi dans les murailles au départ, mais bon, quand il est passé à la commission Charbonneau, on a vu qu'il y avait beaucoup d'appui, donc le double discours était connu, puis je voyais pas qu'est-ce que je pouvais dire de plus. Mais bon, Bernard Gauthier, il est le porte-parole d'une colère des travailleurs sur la Côte-Nord qui est sincère. Quand même qu'on leur dirait, les statistiques ne donnent pas raison, le monde sur la Côte-Nord, il travaille comme partout ailleurs au Québec, ben, je veux dire, le gars qui est sur le chômage, qui est sur le bord d'avoir du bien-être, puis qui tempête après sa femme le soir puis ses enfants, quand même que tu lui dirais que les statistiques sont pas de son bord, lui, il est fâché pour vrai. Fait que je me disais, OK, ça, là-dessus, Bernard Gauthier, il fait bien sa job, il porte bien la parole de ces gens-là. Mais là, on a un problème. Comment on fait pour en sortir de cette colère-là? C'est quoi les outils qu'on peut se donner? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve tout le temps on fait des runs, on tombe sur le chômage, puis après ça, on est tout le temps à recommencer.
Fait que là, moi, je me suis mis à réfléchir un peu, tu sais, d'une fille qui vient de là, qui a connu cette réalité-là. Puis, ben, je me suis dit, la solution est peut-être dans l'éducation, est peut-être dans, faut qu'on développe d'autres outils que la construction, que les grands chantiers. Parce qu'à un moment donné, on va aller au bout de ça, là, de ces ressources naturelles-là. Donc, bon, pourquoi chez nous, c'est magnifique dans mon village, je viens de Portneuf-sur-Mer, bien, toutes les initiatives touristiques meurent. À part Tadoussac puis Natashquan, entre les deux, il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'on a peur de l'autre. Peut-être parce qu'on ne se donne pas les outils. Bon, ben, comment on peut développer d'autres expertises? Ben, je pense que c'est avec la prochaine génération. C'est en investissant dans les écoles. Puis moi, quand j'ai su que Bernard Gauthier s'en allait en politique, ben, je me suis dit, c'est un bon porte-parole. Il est aimé, sa côte, là. Fait que ça se peut qu'il soit élu. Mais justement, j'ai envie qu'il porte un message autre que celui des travailleurs enragés. Peut-être que j'avais envie de donner d'autres outils. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Quand il a passé à Tout le monde en parle, ben, j'ai trouvé qu'il n'a pas bien fait ça, pour être honnête. Il n'était pas préparé. Il n'avait il n'y avait rien à proposer. Il a dit des affaires grotesques sur les femmes, même si ça voulait passer en joke. Fait que je me suis dit, OK, bon, ben, c'est assez. Moi, c'est écœuré qu'on passe pour des colons. Fait que voici ce que j'ai à dire, moi, en tant que femme, en tant que quelqu'un qui est capable de réfléchir sur notre situation. J'ai envie de donner des pistes de réflexion, puis qu'on entende une autre voix que celle des travailleurs enragés. Voilà. Bien, je pense que c'est une belle réaction parce que dans le fond, tu dis, oui, il y a des problèmes pour le travail sur la Côte-Nord, mais c'est pas vrai que c'est en montant dans les rideaux, comme on dit, qu'on va régler ça. Là. Puis je pense qu'il y a une belle réflexion. Mais puis par rapport à l'avenir des régions, est-ce que tu as confiance dans l'avenir des régions? Est-ce que j'ai confiance? C'est une bonne question. Je ne veux pas être négative. Moi, en fait, non, c'est pas vrai. Je crois pas que les régions vont fermer. Moi, je crois pas à ça. Mais je pense qu'on va attendre à la dernière minute, quand on va vraiment être au pied du mur, avant de se réveiller et de faire de quoi. Je pense que c'est ça que le gouvernement attend. C'est l'impression que ça me donne, parce qu'à présent, on en aurait, là, on serait dans le besoin, puis il ne se passe pas grand-chose. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça va prendre de plus? Mais je ne pense pas que les régions vont fermer, là, puis que je vais être alarmiste. Eh bien, Érika, je te remercie beaucoup. Puis en attendant qu'il se passe quelque chose dans les régions, j'invite les gens à lire ton roman, qui est publié aux éditions de VLB. Je pense que les gens vont en apprendre beaucoup sur une réalité extrêmement importante au Québec. Merci beaucoup, Érika Soucy, puis au plaisir de se reparler. Mon éditorial de la semaine va se mélanger aussi avec mes suggestions et ça s'intitule « Quand le fédéral est bien loin des petites communautés ». Dans le passé, le gouvernement fédéral a déjà eu des implications dans les petites communautés. Vous vous rappelez que le train passait dans plusieurs petites communautés, il y avait des bureaux de poste, il y avait aussi des quais fédéraux, il y avait des petits aéroports, il y avait aussi un programme d'assurance chômage qui permettait aux gens qui étaient saisonniers de réussir à traverser l'hiver. Mais malheureusement, tout ça, c'est pas mal du passé. Et ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement fédéral a coupé une bonne partie de son déficit sur le dos des plus petites communautés. Et ça, à mon avis, c'est inacceptable. Il va falloir qu'à un certain moment donné, que le gouvernement fédéral s'aperçoive que les gens qui sont dans les petites communautés payent la même quantité d'impôts fédéral que ceux qui sont dans les grandes villes. Et qu'il faut que le gouvernement fédéral s'occupe, oui, bien sûr, des grandes villes, mais également des petites communautés. Et à cet effet-là, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement fédéral puisse avoir un programme spécialement pour les petites communautés. Et pour moi, les petites communautés, c'est comme 650 des municipalités du Québec qui ont en bas de 1000 habitants. Présentement, il y a un programme au fédéral pour les petites communautés, mais c'est pour les villes de 100 000 et moins. Ça, c'est les petites communautés au fédéral. Sincèrement, je ne pense pas qu'une municipalité de 700 personnes puisse compétitionner avec une municipalité de 90 000. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que les programmes soient adaptés aux réalités. Mais on le sait, le gouvernement fédéral est bien loin. Je pense que c'est le temps qu'on se rapproche des réalités des petites communautés. Demander au gouvernement fédéral de s'occuper des petites communautés, est-ce que c'est possible? Je le souhaite, mais je vous le dis sincèrement, je ne suis pas sûr que ça va se passer parce que le gouvernement fédéral, il est très loin
et ses préoccupations sont tout autres. Je vais vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé récemment. Bon, pour Option Région, j'ai fait une demande à tous les députés fédéraux d'avoir une petite publicité de 100 ou de 250 $. Je m'attendais qu'il allait en avoir quelques-uns qui allaient donner, mais finalement, aucun a donné. Ça ne me dérange pas du tout, ça fait partie de la game. Mais ce qui m'a étonné, c'est que sur les 78 députés que j'ai interpellés, il y en a seulement 8 qui ont donné une réponse ou un accusé de réception. 70 de nos députés au fédéral, sur 78, n'ont pas donné de réponse. Et ça m'inquiète parce que quand j'étais député, il me semble que je répondais à toutes les lettres que je recevais. Et si c'est le cas que les députés au fédéral ne nous répondent pas, puis même, je peux vous dire que les 3 députés de ma région au fédéral, le conservateur, le NPD et le Parti libéral, aucun m'a donné une réponse. Ce que ça veut dire, ça, c'est que peut-être que les députés au fédéral devraient mettre une petite publicité ou une annonce dans leur site Internet en disant « Écrivez-nous pas, on n'a pas le temps de vous répondre ou ça ne nous intéresse pas ». À ce moment-là, c'est que s'ils ne peuvent pas nous aider ou qu'ils ne veulent pas nous aider, au moins, on ne perdra pas de temps à leur écrire. En terminant, je vous invite à notre prochaine émission dans laquelle il sera question notamment du livre qui va sortir du groupe Faut qu'on se parle. Claire Bolduc est une des auteurs du collectif d'un livre qui s'intitule « Ne renonçons à rien ». On va voir qu'est-ce que les gens ont entendu dans leur tournée de consultation et quelles sont les suites qu'on va pouvoir donner. Il y a également aussi une suggestion pour notre premier ministre, M. Philippe Couillard, sur Rio Tinto, qui est une grande entreprise multinationale qui aime beaucoup les profits, mais qui est moins préoccupée par les emplois. On aura également des coups de cœur et on se dit à la semaine prochaine.